Alors que la nouvelle de la prise de la Bastille se répand peu à peu dans le royaume, les Français prennent conscience des enjeux. C'est le moment de se révolter et de montrer ce avec quoi on n'est pas d'accord. Or, pour la majorité des Français, les considérations politiques sont très éloignées. Ce qui compte, c'est leur quotidien, difficile, et ce notamment en raison des inégalités de la société d'ordre. On décide alors de s'en prendre à la noblesse, dans un grand mouvement de violence populaire spontanée. Les nobles ont alors peur des réactions de la population. C'est la grande peur. Dans les campagnes, on montre son opposition à la société d'ordre en brûlant les lettres de noblesse dans les châteaux. Ces actes de violence et de pillage poussent certains nobles à fuir, comme on le voit sur cette estampe. Ils rejoignent alors les monarchies européennes où elles trouvent refuge. On les appelle les émigrés. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ce grand mouvement populaire pousse les députés de l'Assemblée nationale à réagir afin de calmer les ardeurs populaires. Ainsi, dans la nuit du 4 au 5 août 1789, et sur proposition de députés nobles, l'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges signifie donc la fin de la société d'ordre et l'égalité de l'ensemble de la population. C'est un acte très fort, mais que Louis XVI refuse de signer. À Versailles, ce sont maintenant les délégués des trois ordres, noblesse comprise, qui forment la nouvelle Assemblée nationale en charge de la direction du pays. Face à la révolte populaire en cours, les députés discutent fiévreusement des mesures à adopter. Quand dans la nuit du 4 août 1789, ils vont tout à coup prendre une décision historique, comme le raconte Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne. Un député de la noblesse, M. de Noailles, a pris la parole et il nous a dit « Avant de vouloir rétablir l'ordre, il faut détruire la cause du désordre. » Et cette cause, c'est l'injustice fiscale. C'est ainsi que nous avons vécu cet événement où en une nuit ont été abolis tous les privilèges. Quel beau spectacle de voir la noblesse et le clergé renoncer à la tribune, à tous leurs anciens droits de chasse, de pêche et à toutes ces servitudes qui écrasaient les gens des campagnes. Pendant cet été 89, l'ordre politique ancien, fondé sur les inégalités, va voler en éclats. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Donc, après une contestation politique de l'ancien régime par les députés bourgeois, c'est au peuple d'entrer dans la révolution et de défendre ses intérêts. La révolution devient donc sociale, avec l'attaque des fondements de la société d'ordre. Durant l'été 1789, c'est tout le peuple qui se soulève, et d'une révolte bourgeoise, on passe donc à une grande révolution populaire, d'autant plus. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale vote un texte très important dans lequel les députés proclament les valeurs qu'ils souhaitent défendre pour cette nouvelle France qui est en train de se construire. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, ils déclarent que les Français doivent tous être libres et égaux, que la souveraineté est populaire, que la propriété et la sûreté doivent être assurées. Ils défendent donc la mise en place des idées défendues par les Lumières. Cette déclaration constitue le programme politique des révolutionnaires. C'est un texte fondateur qui est encore une référence aujourd'hui. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits
naturel, inaliénable et sacré de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est présentée à Louis XVI, qui refuse de la reconnaître. Il reste attaché au fonctionnement de l'Ancien Régime et pense à leur pouvoir encore reprendre la situation en main. Il est alors difficile de savoir qui a la légitimité pour décider. Le roi et son droit divin ou l'Assemblée nationale et sa souveraineté populaire. Le bras de fer entre le roi et les révolutionnaires se poursuit. Donc, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les révolutionnaires se mettent d'accord sur leur combat et montrent au roi et à ses soutiens leur détermination. Si le roi a été contraint de reconnaître certaines choses, il reste fermement opposé à ces revendications. Les tensions sont donc toujours importantes. Le 1er octobre 1789, le roi organise un grand banquet en l'honneur de son armée, et notamment du régiment des Flandres. C'est un banquet très fastueux. Lorsque les Parisiens apprennent la tenue de ce banquet, ils sont révoltés. En effet, leur quotidien est toujours très difficile, et ils ont beaucoup de mal à se nourrir. Le train de vie de la cour est de plus en plus insupportable. Qu'est-ce que j'apprends ? Que le roi et la reine se permettent d'organiser un véritable festin avec la cour ? Alors que nous, le peuple, nous vivons dans la misère depuis des mois et qu'on a même plus de pain pour se nourrir ? C'est inadmissible. Cette attitude doit cesser, il faut que le roi trouve des solutions, des vraies solutions à nos problèmes. Avec les Parisiennes, nous irons jusqu'à Versailles, à pied s'il le faut, et nous irons dire ce qu'on pense au roi. Et cette fois-ci, il a intérêt à nous écouter. Le 5 octobre 1789, les femmes décident de marcher de Paris à Versailles pour aller parler au roi. Elles comptent lui faire signer les décrets sur l'abolition des privilèges et lui faire trouver des solutions pour que le peuple n'ait plus faim. Elles sont rejointes dans leur marche par la garde nationale. Après plusieurs heures,
elles arrivent devant le château de Versailles où le roi les reçoit. Les femmes obtiennent du roi qu'il signe les décrets sur l'abolition des privilèges. Le 6 octobre 1789, elles parviennent à le ramener de force, lui et sa famille, à Paris. Ces derniers sont logés en plein Paris au Palais des Tuileries. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale tient ses séances également aux Tuileries. Donc, à l'automne 1789, les tensions s'intensifient à nouveau entre le roi et le peuple. Avec la marche des femmes, le roi est conduit à Paris, qui devient alors l'épicentre de la Révolution. Louis XVI est donc sous la surveillance et sous la pression des Parisiens. Alors que certains pensaient qu'il complotait contre la Révolution, il lui est maintenant bien plus difficile de le faire dans ces conditions. La situation du clergé en France est très différente entre le haut clergé, qui vit dans la richesse et l'opulence, et le bas clergé, qui partage les difficultés du quotidien de la population. Alors que le roi pensait pouvoir compter sur l'appui du clergé, une partie de celui-ci, les prêtres des campagnes, rejoint les révolutionnaires, ce qui donnerait la majorité au camp de l'opposition en cas de vote par tête aux États généraux. De plus, dès le 17 juin 1789, des clercs siègent au sein de l'Assemblée nationale. Alors que la situation financière ne s'améliore pas, c'est d'un évêque que vient une proposition de solution. Talleyrand propose de nationaliser les biens du clergé, c'est-à-dire de confisquer tout ce qui appartient au clergé pour le confier à la nation. Ainsi, les Français pourraient acheter ces biens, peu cher, et tout l'argent ainsi récolté servirait à régler ce problème financier. Bien entendu, le haut clergé est très pénalisé par cette manière de faire. L'Assemblée nationale vote la nationalisation des biens du clergé à la fin de l'année 1789 et met en place une monnaie pour ces transactions, l'assignat. N'ayant plus de biens, c'est l'État qui subvient donc aux besoins des clercs qui deviennent de facto des fonctionnaires. Depuis le basculement du clergé du côté du tiers-État, l'Église s'adapte comme elle le peut à la révolution qui a gagné le pays. Elle a même accepté de faire don de tous ses biens à la nation. Et à Notre-Dame de Paris, transformée en lieu public, on vient désormais en famille admirer l'impressionnante collection de toiles sacrées. Les prêtres ont choisi en majorité de soutenir le changement à l'œuvre dans le pays, comme dans la paroisse parisienne de Saint-Marcel. Merci. Jean Bouvreuil pense que cette révolution des plus pauvres et des exclus résonne plus que jamais avec le christianisme. En ce printemps 1790, les plus ardents des révolutionnaires parisiens souhaitent même que l'Église accompagne spirituellement leur combat. Seigneur, puisses-tu bénir le drapeau de la section des Gobelins et des hommes qui le portent, car ils n'ont fait que se défendre quand le despotisme a voulu les écraser. En juillet 1790, une étape de plus est franchie avec l'adoption de la constitution civile du clergé par l'Assemblée nationale. En effet, puisque les clercs sont devenus des fonctionnaires de l'État, les députés souhaitent les contrôler et vérifier qu'ils ne prêchent pas contre la Révolution. On leur demande donc de prêter serment, de respecter et de défendre les valeurs révolutionnaires. Le pape s'oppose immédiatement à cette demande. Ceci divise profondément le clergé sur la position à adopter. Donc, dès le début de la Révolution, une partie du clergé a rejoint les rangs révolutionnaires. Ils se sont montrés prêts à faire des sacrifices, comme le fait de renoncer à leurs biens.
Mais en 1790, avec la constitution civile du clergé, une fracture s'ouvre entre les clercs qui restent du côté des révolutionnaires et ceux qui s'y opposent.